Ah monsieur, c'est parti pour un séjour all-inclusive aux quatre coins du monde, puisqu'il y a quatre coins sur la planète. Et oui, ce matin, à l'approche des vacances d'été, les touristes seront à l'honneur. Alors, comment sont-ils accueillis dans les autres pays? Comment se comportent-ils à l'étranger? Comment se passe la cohabitation avec les habitants? Vaste programme, on le sait, et c'est ce que nous verrons avec nos quatre correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, bien sûr, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Pour nous indiquer le chemin, voici nos guides touristiques du jour. Amaury Guibert, qui nous attend en Allemagne. Alexia Kafalas, que l'on rejoindra en Grèce. Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde. Et enfin Arnaud Miguet, qui a fait, lui, le déplacement en Thaïlande. Alors, pour la première visite, direction Berlin, où certains quartiers sont en pleine saturation et les habitants au bord de l'explosion. Bah oui, bref, rien de plus. Les touristes ne sont pas les bienvenus. Bonjour Amaury. Alors, pourquoi cette animosité? Les Berlinois devraient pourtant se réjouir de voir leur ville si attractive. Oui, vous avez raison, Laurent. Le problème, c'est que ça prend vraiment des proportions très importantes. Berlin est devenue une destination phare en Europe pour les touristes qui viennent passer un week-end, une petite semaine. La capitale allemande a beaucoup à offrir en termes d'histoire, en termes de culture, mais aussi et surtout pour faire la fête. Les chiffres de la fréquentation touristique sont assez impressionnants. Berlin a accueilli en 2017 plus de 13 millions de touristes. C'est en hausse de 64% depuis 10 ans. Et beaucoup de ces touristes, eh bien, ce sont des easy jet-setters, comme on les appelle, vous savez, ces gens qui prennent un vol sur une compagnie à bas coût, qui viennent le temps d'un week-end pour faire une chose essentiellement, faire la fête et boire. Ils sont en général assez bruyants, ils ne respectent pas toujours les habitants des quartiers qu'ils fréquentent. Et voilà pourquoi les rapports se sont tendus ces dernières années. On a même vu apparaître ici ou là des tags anti-touristes dans certains quartiers. Le torchon brûle entre les touristes et les Berlinois. C'est un reportage réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Vert. Les nuits sont chaudes à Berlin et les terrasses bondées. Bienvenue dans la rue Simondar, épicentre de la vie nocturne berlinoise, avec ses dizaines de restaurants, de bars et ses touristes venus du monde entier pour une raison bien précise. Je suis venu à Berlin car c'est le meilleur endroit en Europe pour faire la fête. Ici, c'est un monde totalement différent. Ça n'a rien à voir. Berlin, capitale de la fête, c'est pour certains un calvaire. Toujours plus de touristes, c'est pour Carola Vogel toujours plus de nuisances. Elle habite juste au-dessus de la rue Simondar, témoin direct des débordements des fêtards. Les gens urinent contre la porte de l'immeuble. Ils vomissent. C'est vraiment dégoûtant. Il y a aussi des bagarres, des disputes. Avec d'autres riverains, elle mène aujourd'hui le combat. Pas seulement contre ce bruit qui l'empêche de dormir la nuit. La concentration des bars et restaurants dans cette rue a aussi complètement changé la vie du quartier pendant la journée. On voit ici que les rez-de-chaussée des immeubles ne sont occupés que par des restaurants, des bars. Les commerces, comme les épiceries, les crèches, tout ce dont on a besoin, on n'en trouve quasiment plus. C'est devenu une mono-activité. Entre riverains et milieu de la nuit, les tensions sont devenues récurrentes. Et les bars, les discothèques ou les salles de concert ont dû s'adapter. Nanette Fleig et Lilo Unger dirigent le SO36, un établissement mythique à Berlin. Il y a peu, elles ont reçu des plaintes du voisinage en raison du bruit et ont dû faire de gros travaux. On voit bien l'ancien mur de la salle qui fait 25 cm. Et devant, on a dû ajouter sur toute la longueur un autre mur pour presque 100 000 €, avec des matériaux spéciaux pour l'isolation. C'est grâce à des dons que les travaux ont pu être financés. Sans cela, le SO36 aurait sans doute dû fermer. Ce sont pourtant des salles comme celle-ci qui font la réputation de la ville. Sans cette diversité, Berlin serait une ville ennuyeuse, comme n'importe quelle autre métropole en Europe. C'est ça qui fait l'attractivité de la ville, et nous en sommes une part importante. Mais Berlin semble danser sur deux pieds. D'un côté, elle souhaite attirer les touristes qui veulent profiter de la vie nocturne. De l'autre, elle doit ménager ses habitants. Un équilibre difficile à trouver, comme le reconnaît la maire de l'un des arrondissements les plus branchés de la ville. Le tourisme que nous voulons développer et dont nous avons besoin, car c'est économiquement très important, il doit être compatible avec la ville. C'est ce que je réclame.
Si nous n'y arrivons pas et que les habitants se braquent, comme à Venise ou Barcelone, alors les touristes ne viendront plus. Dans la rue Simondard, les touristes, pour la plupart, ignorent tout du débat qu'ils ont déclenché, bien décidés à profiter des charmes de Berlin jusqu'au bout de la nuit. Bon alors, Amaury, que fait la ville de Berlin alors pour limiter toutes ces nuisances ? Beaucoup de choses ont déjà été mises en œuvre, Laurent. La mairie en fait travaille sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'hébergement, avec l'adoption d'une législation anti-Airbnb. La fameuse plateforme de location saisonnière a été accusée de siphonner le marché immobilier, de faire flamber les prix, notamment à la location. Il est désormais beaucoup plus compliqué de louer son logement entier sur cette plateforme. Le deuxième axe, c'est de mieux répartir les touristes dans la ville. Berlin est une ville immense et la mairie veut développer notamment l'offre hôtelière dans les quartiers périphériques. Et puis le troisième axe, c'est la lutte contre les nuisances et notamment contre le bruit. Il y a des contrôles beaucoup plus stricts des terrasses. Les établissements de nuit doivent vraiment réaliser des travaux d'isolation sonore. L'idée de tout cela, c'est vraiment d'apaiser au maximum les relations entre ces touristes fêtards et les habitants de Berlin. Oui, c'est ça, parce que ce n'est pas le tourisme en lui-même, mais plutôt une certaine forme de tourisme qui déplaît aux habitants et à la mairie de Berlin. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'adjointe au maire de Berlin chargée de l'économie et donc du tourisme l'a reconnu. Très franchement, ce qu'elle veut, c'est attirer plus de touristes culturels, ceux qui viennent pour les musées, pour les conférences et qui sont donc plus calmes, moins bruyants que les fêtards. Et ça inquiète beaucoup les responsables d'établissements de nuit, de clubs, de discothèques. Plusieurs dizaines d'entre eux ont dû mettre la clé sous la porte récemment en raison des plaintes du voisinage, en raison de la pression immobilière. Ils ont lancé un appel au secours et la mairie les a quand même entendus en débloquant un fonds exceptionnel d'1 million d'euros pour les aider à mener des travaux d'isolation sonore, pour les aider à former leur personnel, à mieux gérer les fêtards qui sortent sur le trottoir et qui font du bruit. Alors voilà, l'atmosphère, l'ambiance de Berlin change. On est quand même loin des free-parties, de ces lieux de fête clandestins, ce qui a fait l'âme de cette ville, ce qui a construit cette réputation qui attire encore aujourd'hui des centaines de milliers de touristes chaque année. Merci beaucoup, Amaury. Ce n'est pas un message personnel, c'est un message de la part de toute l'équipe parce que c'est votre dernier C'est un monde en Allemagne aujourd'hui. Mais nous aurons le plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures, évidemment. Merci en tous les cas pour tous ces beaux reportages et de nous avoir fait découvrir les différentes facettes de Berlin. À très bientôt, donc. Et à très bientôt, tout simplement, avec beaucoup de bonheur. À très vite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour la prochaine étape, cap sur la Grèce, où l'été bat déjà son plein. Bonjour, Alexia. Bonjour, vous êtes là. Laurent. On peut dire que le tourisme ne connaît pas la crise au pays des dieux, mais les habitants sont-ils toujours aussi accueillants ? Question. Vous avez complètement raison, Laurent, c'est une vraie question. Pourquoi ? Parce que cette année, plus que jamais depuis le début de la crise, 8 années de crise, le tourisme est devenu l'un des piliers de l'économie grecque. Cette année, la Grèce va donc accueillir 32 millions de touristes. C'est une véritable aubaine. Forcément, la population est ravie. Et pourquoi est-ce qu'elle est ravie ? Parce que d'abord, elle est accueillante et elle n'est pas accueillante seulement depuis ces dernières années de crise, mais depuis toujours. Puisque déjà, la mythologie grecque a placé Zeus, le dieu des dieux, comme protecteur de l'hospitalité, ce qui signifie concrètement que si quelqu'un recevait mal, accueillait mal ou ne recevait pas un étranger, c'était blasphème, donc punition de Zeus. C'est dire, Laurent, si l'hospitalité, c'est du sérieux en Grèce. Alors on est d'accord avec vous, mais avec 32 millions de touristes attendus, comment être accueillant avec tout le monde ? Et ça, c'est la vraie question, Laurent. C'est un peu le revers de cette manne touristique. Il y a bien entendu déjà quelques petits problèmes si on exclut certaines îles qui sont déjà bondées de monde ou prises d'assaut par les touristes, notamment dans les petites ruelles. Il y a quelques petites difficultés dans les îles comme Sifnos. Il y a des coupures de courant ou alors on craint des coupures d'électricité. C'est souvent le cas quand il y a des petites îles et une surconsommation d'un coup juste pendant les 2-3 mois d'été. Forcément, il y a des petits problèmes, mais ce sont des problèmes mineurs et d'ailleurs certaines îles ont décidé de prendre les devants. C'est le cas de Santorin. Alors Santorin, c'est à quelques encablures d'Athènes, Laurent, c'est dans le cœur des Cyclades, au sud de Mykonos, un petit peu au-dessus de la Crète. C'est une île volcanique qui est parmi les plus prisées des Cyclades et justement il a fallu réguler tout cela, notamment par ce tourisme-là, notamment en matière de bateaux de croisière. Parce que les bateaux de croisière venaient un peu n'importe comment. Résultat, toute l'île était prise d'assaut par les touristes. Et donc, les autorités locales ont pris de grandes décisions. On va le voir, Laurent, dans ce reportage que nous avons réalisé avec Aris Katsiyanis.
Santorin est l'île volcanique la plus prisée des Cyclades. Dès le printemps, les visiteurs s'y ruent pour apprécier ses plages de sable noir, ses produits du terroir, son train de vie si particulier et ses couchers de soleil réputés dans le monde entier. Victime de son succès, Santorin est devenu une destination incontournable pour des milliers de personnes et surtout pour les bateaux de croisière. Mais depuis quelque temps, les autorités locales ont décidé de mieux réguler leurs arrivées, quitte à limiter le tourisme pour mieux accueillir. Regardez, il peut y avoir à bord 3500 personnes. Quand quelqu'un a dépensé des milliers de dollars ou d'euros pour visiter notre île en croisière, il n'est que de passage et n'a que 6 heures devant lui. Mais jusqu'à présent, il pouvait perdre jusqu'à 2h30 pour pouvoir arriver en ville. Rien que la file d'attente au téléphérique était incroyable. C'est une petite île avec des infrastructures de base solides. Mais quand plusieurs bateaux de croisière arrivent en même temps, c'est ingérable. On a donc demandé aux armateurs de ne plus amarrer tous en même temps sur le port pour éviter les débordements. Il faut dire que cette petite île est vite submergée. Alors pour que les touristes en profitent au mieux, 1 ou 2 bateaux de croisière seulement sont autorisés à amarrer par jour sur le port. Si les habitants sont ravis, ils refusent d'être accusés de renvoyer les touristes. Il y a un an, nous ne pouvions plus marcher dans cette rue à cause du monde. Et certains autres jours, c'était complètement vide. Résultat, difficile de servir les gens. Il y avait trop de commandes d'un coup et tout le monde se plaignait. Ce qu'on voulait, c'était justement respecter les touristes pour mieux les satisfaire. Le site de fouilles archéologiques d'Akrotiri a aussi régulé le nombre de visiteurs pour ne pas nuire aux travaux en cours et laisser aux touristes l'occasion d'apprécier ces vestiges antiques. Maintenant, il y a en réalité plus de touristes, parce qu'il y a des bateaux de croisière tous les jours. Les touristes peuvent découvrir l'autre côté de l'île, et beaucoup prennent un avant-goût grâce à la croisière, puis reviennent l'année d'après pour un séjour. Je pense donc que nous allons garder cette régulation. Et les autres îles des Cyclades vont sans doute s'inspirer de notre méthode pour en faire autant. Car on peut dire que cette méthode est vraiment bénéfique. L'opération est donc d'avis général réussie, même si cette année, ce ne sont pas les bateaux de croisière, mais les avions qui se sont multipliés. Près d'une centaine de vols par jour, depuis et à destination de Santorin. Les autorités devront peut-être un jour réguler aussi les arrivées par les airs. Alexia, est-ce que vous savez si d'autres îles ont suivi l'exemple de cette régularisation du flux de touristes ? En tout cas, par rapport aux bateaux de croisière, pas forcément, mais c'est sûr que certaines suivent, notamment l'île de Mykonos, toujours dans les Cyclades, surpeuplée déjà depuis le mois de mai actuellement, et d'autres petits villages, notamment en Crète, le village de Maïa, qui a envoyé des lettres aux tour opérateurs, aux agences de voyage, et qui refuse d'accueillir notamment une certaine partie de la population, comme des Anglais, des touristes anglais, tout le temps ivres, qui éructent dans les rues de Maïa. Donc ça, c'est l'opération Brexit en Crète. Ils ne veulent que certains Anglais. Donc effectivement, certains le font, oui. Et le gouvernement a validé ce choix ? Le gouvernement ferme un peu les yeux, il considère que c'est aux autorités locales, mais ce que veut surtout le gouvernement, Laurent, vous l'aurez compris, c'est que tous les touristes soient accueillis en Grèce, que ce soit vraiment une destination phare, et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les accueillir au mieux. Merci beaucoup, Alexia. À très bientôt, bien sûr. Et puis, vous savez quoi, je vous souhaite un bon été quand même. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Olivia Chalère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le tourisme et Internet filent un parfait amour. Je ne me trompe pas. Parfois trop. Bon, déjà, le secteur du tourisme et du voyage, c'est un des secteurs qu'on achète le plus sur Internet. 46% des e-acheteurs ont acheté une prestation de voyage ou de tourisme. Sur les plus de 34 millions de Français qui sont partis l'année dernière en vacances, près de la moitié a réservé en ligne. Voilà, donc on achète sur Internet, ça c'est un fait. Mais les vacances, comment les choisit-on ? Eh bien, en grande partie maintenant sur les réseaux sociaux et principalement sur Instagram, le réseau de partage de photos qui est en tête. 34% des Français déclarent y avoir recours pour choisir leur destination. Et chez les moins de 35 ans, on passe à plus de 50%. Et le réseau a une telle importance, et c'est là que ça devient un peu dangereux, c'est que c'est même le critère numéro 1. C'est-à-dire si leurs photos vont être Instagrammables, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un succès fou, c'est un critère de choix pour eux. D'accord. Donc leur image sur Internet fait partie du critère de choix numéro 1 pour choisir leur destination. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut peut-être à un moment se reconnecter peut-être à la vraie vie et à la réalité.
Oui, parce qu'on le sait, il y a les bons et les mauvais touristes, hélas, du style vacances, j'oublie tout, même le respect dans certains cas. C'est ça, et même l'histoire. Il y a un site qui est né l'année dernière qui s'appelait Holocaust. C'est un artiste israélien installé à Berlin qui avait détourné les selfies pris par des touristes au mémorial de la Shoah à Berlin. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces selfies et il les a replacés dans le contexte de l'Holocauste. Évidemment, les gens ont tous réagi et se sont excusés. Voilà, mais c'est bien des fois un peu de remettre les choses à leur place. Et puis les touristes ne sont pas les bienvenus partout. Et le meilleur exemple en ce moment, c'est Venise. On n'arrête pas d'en parler, mais la ville est asphyxiée par les 30 millions de touristes qui viennent chaque année. Et là-bas, on n'en peut plus parce que la ville est littéralement asphyxiée. Il y a d'autres endroits, en revanche, où on ferait n'importe quoi pour qu'ils viennent. C'est le cas en Chine. La nouvelle a été publiée. Il y a une île qui était prête à rendre accessibles des sites qui sont inaccessible pour la plupart des Chinois, pour que les touristes viennent. Évidemment, ça a provoqué un tollé cette semaine. On a crié à la discrimination et au scandale. En résumé, Internet, c'est un peu devenu le compagnon de voyage incontournable, parfois un peu encombrant et toujours flanqué de son bon vieux copain, le selfie. Il va falloir s'y faire ou pas. Ah, pas fastoche de partager cette jolie planète. Merci beaucoup en tous les cas, Olivia. Le voyage se poursuit en Inde cette fois, en Inde où 8 millions de visiteurs, je dis bien 8 millions de visiteurs se relaient chaque année. Et pour que la cohabitation se passe au mieux avec la population, eh bien sachez que le gouvernement s'est lancé dans une distribution un petit peu spéciale de kits destinés aux touristes. Bonjour Nicolas. Alors apparemment, l'idée n'a pas plu à tout le monde. De quoi s'agit-il exactement ? Bonjour Laurent, effectivement, les autorités avaient prévu de distribuer des kits pour les touristes. Je dis bien prévu, car au lieu de cela, eh bien, ils ont récolté une immense polémique qui a secoué toute l'Inde. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ces kits, il était demandé aux visiteuses qui viennent ici en Inde de ne pas porter de jupe, comprenez, pour ne pas vous faire agresser. Et donc, c'est très très mal passé ici. Qu'en pensent les premières intéressées? Vous allez tout comprendre. Avec ce reportage, il est signé Lou Kiziela, Antoine Morel et Sidou Yadav. Ces deux touristes français ont une mission. Trouver le kit de bienvenue censé les aider à démarrer leur visite du pays. L'ex-ministre du tourisme indien l'avait annoncé en grande pompe il y a 2 ans. À l'aéroport, nous distribuerons un kit de bienvenue à tous les touristes. Dedans, il y aura une liste des choses à faire et ne pas faire. À l'aéroport, le kit est introuvable. Nouvelle piste pour le récupérer, cet office de tourisme. On cherche le kit pour touristes. Touristes ? Le kit pour touristes. On a lu que dedans, il y avait une carte SIM, des plans, des conseils que vous donnez aux touristes. En fait, il n'y a plus de kit parce que la compagnie qui les produisait a eu des problèmes. Ce qu'on ne leur dit pas, c'est que le gouvernement indien a renoncé à distribuer le fameux kit, parce que le ministre a déclenché une polémique qui a démarré avec cette phrase. Les touristes ne doivent pas aller dans les endroits isolés et ne doivent pas porter de jupe. Pas de jupe pour les touristes, une recommandation très conservatrice, et les Indiennes comme les voyageuses s'y opposent. Je pense que c'est un pays démocratique et que les femmes devraient pouvoir porter ce qu'elles veulent. Je ne pense pas qu'il devrait y avoir de restrictions. Je mets toujours des jupes, des pantalons moulants, je monte mes épaules, car j'ai envie de leur dire « allez vous faire voir ». Je m'en fiche, parce qu'ici, la limite entre la culture et le sexisme est vraiment trop étroite. Quitte ou pas quitte, les guides n'ont pas attendu les consignes du gouvernement. Ils conseillent depuis longtemps aux voyageuses de faire un peu attention à leur apparence. Je dois couvrir ma tête aussi ? Comme vous voulez. Les épaules, ça suffit. Les femmes sont rares dans les rues indiennes. Alors, malgré sa jupe longue, cette Américaine attire les regards. J'ai remarqué que les gens ont tendance à me regarder plus que lui, par exemple. On me remarque. Je ne pourrais pas me fondre dans le paysage, même si je le voulais. Je suis une bizarrerie ici. Par 40 degrés, certaines touristes refusent de changer leurs habitudes et préfèrent assumer le short, même si cela provoque une curiosité un peu excessive. Madame, un selfie ? Mais je viens d'en faire un. Au début, c'était vraiment gênant. J'avais l'impression d'être une vraie bête de foire.
D'ailleurs, vous pouvez le voir maintenant. Mais je me suis habituée et j'ai appris à les ignorer. Mais ce n'est vraiment pas agréable. Un kit de bienvenue n'aurait pas changé grand-chose à ses regards. Jupe ou pas, touriste ou pas, les femmes veulent juste choisir comment s'habiller. Une liberté pas tout à fait acquise dans la tradition indienne. Ah, merci beaucoup, Nicolas. Retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui. On va faire un petit état des lieux du tourisme en France. Alors, première question, Anissa, venez, je vous en prie. Notre pays fait-il toujours autant rêver ? Eh bien, à en croire les chiffres, je vous réponds oui. Et c'est même un grand oui, puisque l'année 2017 a enregistré quelques 429 millions de nuitées selon une étude de l'INSEE. C'est absolument énorme. Alors là-dedans, vous avez des nuitées de touristes étrangers, mais également de touristes français. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étrangers ont représenté 83 millions de nuitées sur ce total. Alors, évidemment, cela concerne les hôtels, les villages vacances, les campings, les gîtes, les maisons d'hôtes. Là-dedans, les professionnels se réjouissent de ce record de l'année 2017 par rapport aux années précédentes, 2015 et 2016, qui, elles, ont été plutôt moroses, évidemment, à cause des attentats. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le tourisme représente 7% à peu près du PIB de la France. En clair, pour l'année 2017, ça veut dire 54 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, donc autant vous dire qu'il est très important pour notre économie que le tourisme se porte bien. Alors, est-ce que nous sommes considérés comme de bons hôtes pour nos visiteurs ? Alors là, c'est la question qui c'est la question qui fâche. Oui, je vous confirme, c'est la question qui fâche parce que non, recevoir n'est pas notre point fort. En tout cas, cela fait bien 15 ans que tout le monde est d'accord pour le dire. Pourtant, il y a des initiatives qui sont prises pour aider les Français à mieux comprendre, à mieux traiter les touristes, mais ça ne prend pas. Pour vous donner un exemple concret, je ne vous apprends rien si je vous dis que Paris est la capitale la plus visitée au monde. Eh bien, Paris n'est pas pour autant la capitale la plus chaleureuse au monde. Et pourtant, dès 2003, des actions ont été menées, par exemple par le comité régional du tourisme et la Chambre de commerce de Paris, qui ont mené une campagne de sensibilisation auprès des professionnels du secteur pour les aider un petit peu à mieux accueillir les touristes et à leur donner quelques petits conseils. La campagne s'appelait d'ailleurs « Do you speak tourist ?», ce qui veut dire « Parlez-vous le touriste ?» Et selon le DG du comité régional, il déclarait vouloir lutter contre la mauvaise réputation de l'accueil à Paris et en région parisienne. Il ajoute armer les professionnels pour répondre au mieux aux souhaits de la clientèle étrangère. Ça veut dire quoi ? Rappeler quelques éléments de politesse élémentaire, leur donner quelques astuces sur la façon dont on peut au mieux accueillir les visiteurs étrangers selon les coutumes de leur pays local et quelques mots traduits en langues étrangères comme merci, bonjour, au revoir. Bon, vous pensez que ça va porter ses fruits, cette campagne ? Et puis surtout, est-ce que notre mauvaise réputation est vraiment justifiée ? Alors, à en croire un autre rapport commandé par Laurent Fabius, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères il y a tout juste 3 ans, donc c'est assez récent, j'ai envie de vous dire que non, le Do You Speak Tourist n'a servi à rien. Et malheureusement, pour vous répondre, c'est un peu plus qu'une mauvaise réputation. En tout cas, c'est ce que semblent dire les résultats de cette enquête. C'est simple, selon les personnes interrogées, les Français seraient les personnes les plus désagréables du monde. Et les taux de satisfaction des touristes sont 30% en dessous de la moyenne européenne en termes de rapport qualité-prix. Alors là, si vous pensez que notre compte est bon, on va rajouter une petite information en passant. Il semblerait que la France abrite les habitants les moins sympathiques, les chauffeurs de taxi les plus désagréables et les serveurs les plus agressifs. Voilà, on est habillés pour l'hiver. Heureusement que notre beau pays n'a pas besoin de nous pour se vendre. Bon, ouais, il y a du boulot à faire. Alors, si on ne sait pas accueillir, est-ce qu'au moins on se comporte bien, on sait bien voyager ? Alors, en tout cas, on voyage. En tout cas, on voyage beaucoup, puisque selon les chiffres de 2017, 5 millions de Français sont partis à l'étranger. Et d'ailleurs, les professionnels se félicitent de ce chiffre, puisque c'est le meilleur enregistré depuis 10 ans. Maintenant, comment on se comporte à l'étranger ? J'ai envie de vous dire que nous sommes fidèles à notre réputation, puisque nous sommes les touristes les plus désagréables du monde. C'est simple, le touriste français serait peu généreux, malpoli, râleur, arrogant, prétentieux, peu aimable et sans humour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Travelzoo, une société chargée de publier les offres d'agences de tourisme sur Internet. C'est une enquête qu'ils ont menée en 2014 sur 4 pays. Pour info, les autres pays sont l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Et nous sommes derniers
du classement. Mais nous allons finir sur une note positive, puisque imaginez que ces mêmes personnes interrogées disent que nous sommes chics et élégantes. Alors, il nous suffit maintenant plus que de mettre à profit notre chic et notre élégance, au profit de nos attitudes, de nos comportements, et peut-être deviendrons-nous des gens fréquentables. Merci beaucoup. Vous, au moins, vous n'êtes pas venu en touriste. Merci encore pour toutes ces informations, Anissa. Allez, pour la dernière escale, nous partons maintenant en Asie où nous attend Arnaud Miguet. S'il y a bien un pays qui a le vent en poupe sur ce continent, c'est c'est la Thaïlande, vous le savez. Bonjour Arnaud, le pays du sourire a l'air de séduire toujours plus avec des records d'affluence touristique cette année, paraît-il. Vous confirmez, vous ? C'est vrai. Bonjour Laurent. Le royaume de Siam a battu tous les records l'année dernière en termes de tourisme avec 35 millions de visiteurs l'an dernier. Alors évidemment, il y a des Français, 750 000, c'est pas mal. Mais surtout, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de Chinois. Ils étaient 10 millions à être allés dans ce pays voisin. La Thaïlande rouvre désormais complètement ses frontières aux Chinois. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2009, il n'était que 900 000. Aujourd'hui, les Chinois n'ont plus besoin de visa pour aller à Bangkok, qui est à peu près 4 heures d'avion de Pékin. Et ils y vont parce qu'ils ont aussi des références cinématographiques. Il y a un film qui a fait un carton ici et qui était tourné en Thaïlande, qui s'appelle Lost in Thailand, une comédie perdue en Thaïlande, et des références cinématographiques. Il y en a pour d'autres touristes, ce peut être Very Bad Trip, que tout le monde connaît, qui attire les gens à Bangkok. Et puis, peut-être pour les Français, il y en a un qui est un film de Danny Boyle. Je ne vous en dis pas plus. Regardez, c'est un reportage de Thomas Blanc et Justine Jankowski. Regardez. Cette île, Koh Phi Phi, cette musique, cette plage, ça vous dit quelque chose ? C'est le succès planétaire de l'an 2000, le film La plage avec Leonardo DiCaprio. Et forcément depuis, elle attire les foules. La voilà il y a à peine un mois, pire que les Champs-Élysées un 14 juillet. 5000 touristes par jour. Victime de son succès, aujourd'hui elle est déserte car le gouvernement a décidé de la préserver. Fermée, interdiction d'aller au-delà de cette limite. Quand on a appris qu'on ne pourrait pas s'approcher, on a été un peu déçus. Mais c'est pour une bonne raison. Et puis c'est une bonne excuse pour revenir. C'est super déjà de pouvoir la voir. Et on est très content qu'il l'ait fermée pour lui donner le temps de se régénérer. Pendant 4 mois, la plage va avoir le temps de se refaire une beauté. Car ici, la faune et la flore ont quasiment disparu. On va replanter des coraux tout le long de la plage. Avant, ici, il y avait une barrière entière de corail. Maintenant, elle est toute abîmée. Ça, c'est surtout à cause des touristes qui faisaient de la plongée. Certains marchaient sur les coraux, d'autres même les ramassaient à la main. Pour éviter la catastrophe écologique, 10 000 coraux vont être replantés. Déjà, les poissons reviennent depuis le départ des touristes. 60% de visiteurs en moins, une bonne nouvelle pour l'environnement, peut-être un peu moins bonne pour l'économie locale. Phuket, à 25 km de là. Le point de départ des touristes vers les îles. C'est le début de la saison pour les agences de voyage qui avaient toute l'île de Koh Phi Phi dans leur brochure. Bonjour, bienvenue à Phuket Visite et Voyage. Nous offrons des visites dans les îles et des visites à la journée. Romli est à la tête de cette agence de voyage depuis 13 ans. La fermeture de la plage ne fait pas les affaires des agences comme la sienne. Cette fermeture a forcément des conséquences sur les tours opérateurs. Une chute des ventes de 50% ce mois-ci. Mais quand on ferme la porte, les touristes passent par la fenêtre. De l'autre côté de l'île, la plage d'Ao Tong Sai est pleine à craquer. Chaque jour, les touristes affluent par centaines en bateau à moteur. Chacun veut s'immortaliser dans ce décor de carte postale. Ici, pas besoin de fermer la plage. Il n'y a plus de coraux depuis bien longtemps. Véritable désastre. Arnaud, jusqu'à quand la plage sera-t-elle fermée ? Est-ce que vous savez si d'autres plages sont dans le même cas ? Alors Laurent, Maya Bay est fermée
jusqu'à la fin de l'été. C'est vrai que la plage supportait quand même 1 200 000 touristes l'année dernière. Il faut lui laisser le temps de se régénérer. Mais les autorités ont pris d'autres mesures pour d'autres plages, car finalement le tourisme de masse, c'est une malédiction pour ces plages de rêve. Les 3/4 des récifs coralliens en Thaïlande sont abîmés à cause de la montée de la température des eaux, mais surtout du fait d'un tourisme très mal encadré. Alors l'autre plage de Koh Chai a été elle aussi fermée pour l'instant jusqu'à nouvel ordre. Et puis la Thaïlande n'est pas le seul pays visé. Il y a aussi les Philippines, la plage de Boracay, elle aussi fermée pour le coup du jour au lendemain par les autorités du pays. Et on ne sait pas encore lorsqu'elle rouvrira, mais elle avait subi des ravages environnementaux absolument colossaux. Donc il faut lui aussi lui donner le temps de se régénérer. Il y a un équilibre à trouver entre économie, tourisme de masse et environnement. Mais il faut savoir que le tourisme des plages, uniquement en Thaïlande, c'est tout de même 12% de l'économie. Arnaud, vous le disiez, et vous êtes très très bien placé pour le savoir et nous le confirmer, les touristes chinois sont très présents dans le monde. Est-ce qu'il faut tout simplement se préparer à une invasion? Laurent, un seul chiffre, 135 millions de Chinois sont sortis de leur pays l'année dernière. C'est absolument un record et ça ne va cesser d'augmenter. 2 200 000 en France, là aussi un record. Les Chinois sont très courtisés, malgré un choc de culture, parce que ce sont les plus dépensiers de tous les touristes. Ils ont dépensé l'année dernière 230 milliards d'euros. En France, un Chinois par séjour dépense 3 400 euros, ce qui est quand même pas mal. Et ça ne va pas s'arrêter là. 6% des Chinois seulement ont un passeport. Les Chinois n'ont pas encore envahi la planète tourisme, mais ça ne saurait tarder. Chiffre et anticipation très impressionnant. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations et à bientôt évidemment. Voilà, notre circuit, pourrait-on dire, touche à sa fin. Merci bien sûr, merci à nos 4 correspondants pour ces portraits 100% touristiques. La semaine prochaine, pour le tout dernier numéro de la saison, les vacances insolites seront à l'honneur. Au programme, des lieux inédits, des activités originales, des visites atypiques, de quoi vous donner des idées ou pas, ça dépend qui vous êtes. Bref, préparez-vous à partir et à sortir surtout des sentiers battus. Rendez-vous donc samedi prochain.